souffert comme une enfant, oui. Enfin, c'est aussi une expérience très, très riche, bien sûr. Je ne dirais pas souhaitable, mais... Je pense que si, oui. Mais cette enfance qui vous a fait souffrir, est-ce que vous la refusez aujourd'hui? Ah non, absolument pas, au contraire, je m'en réclame. C'est ma seule richesse, enfin, cette expérience-là. Elle a fait que je suis devenue communiste dès que j'ai eu l'âge de raison, et que je le suis restée. Je suis contre à fond le parti officiel. J'ai même dit, et je répète encore, que le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est de combattre les partis officiels. C'est un corollaire de chaque instant, n'est-ce pas? Chaque chose que je fais ou que je pense ou que je vois ou que j'entends a son corollaire politique. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est maintenant un corollaire inévitable. Est-ce que c'est pour vous le communisme? C'est la fin de ce que vous voyez autour de vous, maintenant, ici, partout. Je ne sais pas ce que c'est, autrement. C'est la fin de ce que vous voyez autour de vous, maintenant, ici, partout. Je ne sais pas ce que c'est que le communisme, vous non plus, personne ne le sait. Les expériences communistes jusqu'ici ont raté. Je ne suis d'aucune école. J'étais classée parmi les solitaires. Je le vois mal fait, je suis tout à fait étonnée chaque jour de voir comment on peut le supporter. Comment des millions d'hommes et de femmes peuvent le supporter. C'est un étonnement dont je ne suis jamais revenue. J'ai voulu imposer l'impossibilité d'accrocher, d'amarrer à l'événement d'Hiroshima, enfin à la catastrophe fantastique que représente Hiroshima, une affabulation quelconque. Si vous voulez, quand je fais dire au début, tu n'as rien vu à Hiroshima, cela voulait dire pour moi, tu ne verras jamais rien, tu n'écriras jamais rien. Tu ne pourras jamais rien dire sur cet événement. Donc c'est vraiment à partir de l'impuissance dans laquelle j'étais de parler de la chose que j'ai fait le film. Un besoin très très violent, très intense d'un autre temps.
les enfants sont fous, enfin jusqu'à l'âge de raison. Ce sont des fous, authentiques. Et je ne dis pas que les fous soient des sages, si vous voulez. Mais les fous sont la fraîcheur à venir. C'est le renouvellement complet de la sensibilité et de l'intelligence aussi. Je dis souvent que ce sont les seuls êtres à avoir transgressé le moi, c'est-à-dire le mien, le moi social, pas le soi, mais le moi social. Je le penserai toujours. Je ne fais plus un livre où il n'y a pas de fou. Maintenant. Et ces gens circulent, se parlent, se détruisent. Et vous voulez tuer leurs habitudes sociales. C'est-à-dire que dès qu'ils entrent dans ce périmètre, leurs habitudes sociales tombent. Ils sont différents. Un petit peu comme s'ils étaient plus tard, voyez-vous, après Freud, à mon avis. Ce sont les habitudes du jugement qui sont les plus graves. Oui, l'appropriation. L'appropriation dans le sens le plus large. L'appropriation de l'enfant, de l'objet aimé. Je pense que les êtres de détruire vivent très fort. Ils vivent 10 fois plus que les autres, non? Stein, par exemple. Oui, je pense que Stein est un mutant. Je ne veux pas le qualifier. Vous dites moine. Moi, je dis je ne sais pas qui c'est, Stein. Je sais qu'il y en aura plus tard des Stein. De plus en plus, je l'espère de toutes mes forces. Mais de définir quant au passé, je ne peux pas, puisqu'il appartient à l'avenir. Supposez que vous ayez une couleur inconnue. Vous ne pouvez pas la définir avec les couleurs passées. Marguerite Duras, est-ce qu'il faut détruire à tout prix? Moi, je crois. Je voudrais qu'on détruise toutes les écoles, les universités, tout. Pour tout refaire? Peut-être, oui, mais plus tard. On passe comme ça dans un immense bain d'ignorance, d'obscurité. Oui, je me suis détruite pour écrire cela, vous savez. C'est une fois détruite que j'ai pu faire ce livre et ce film. C'est-à-dire, j'ai essayé de détruire tout ce qui en moi procédait de mes habitudes d'écrivain. J'écrivais depuis très longtemps, j'écrivais beaucoup. Je suis d'abord restée 1 an sans écrire avant de faire ça, vous voyez. 1 an tout entier, oui. Avec cette mentalité, Marguerite Duras, il n'y a que 2 solutions. Ou vous êtes affreusement malheureuse, ou vous êtes merveilleusement heureuse. Non, il y en a une 3e. C'est laquelle? Je ne suis ni l'un, ni l'autre. Pensez, Marguerite Duras, qu'on peut dire comme ça, consciemment à un jeune, détruisez-vous? C'est pas un mauvais conseil? Non, on peut lui dire n'écoute rien, n'est-ce pas? On s'instruit peu. N'écoute rien, fais exactement ce qui te plaît. Un mauvais conseil. Non. Par exemple, lorsqu'en Chine on brûle les livres scolaires, vous pensez que c'est une grande chose? Je pense, oui. Je ne suis pas maoïste, mais je pense que c'est une bonne chose. Que tout le monde s'aligne sur le portugais? Sur le manœuvre portugais? Pour moi, je pense que c'est un bon rêve. Et je pense que c'est un rêve. C'était la seule façon de faire ce film. Personne n'aurait mis de l'argent là-dedans.
Personne. Je crois que s'il ne détruit pas en lui le spectateur d'un certain cinéma dont il est coutumier, il ne peut pas voir détruire. C'est ce que je pense. Alors on a dit que j'avais voulu détruire le spectateur dans cette mesure-là, oui peut-être. Mais enfin c'est pas mon projet essentiel, n'est-ce pas? Non, parce que si je faisais un cinéma populaire, je serais obligée de fausser tout ce que je pense et tout ce que je ressens. C'est-à-dire de passer à l'artifice, n'est-ce pas? C'est-à-dire au mensonge. Et ça, je ne le ferai pas. Je le regrette très vivement, mais je suis incapable de faire un cinéma populaire. Je ne veux pas me forcer. Détruire un film sans musique. Il y a une musique détruite. Vous détruisez tout, même la musique. La musique est détruite à la fin, c'est Bach. Le désordre. Non, mais moi je le souhaite aussi. Un désordre permanent. Oui, un désordre constant, oui, sous-jacent. Un désordre permanent. Mais je crois que vous prenez détruire trop à la lettre. Vous le prenez matériellement parlant. Ce n'est pas ça. C'est détruire l'ancien. L'homme ancien qui est en vous. C'est-à-dire avant tout le passé. C'est-à-dire avant tout le passé. C'est-à-dire avant tout le passé. Je pense qu'avant la Renaissance, il y aura une très longue période d'une obscurité profonde et pénible. Je le dis d'ailleurs dans Détruire, ça sera terrible. Bien, c'est-à-dire que tout le problème est là. C'est beaucoup plus difficile, il est beaucoup plus difficile de se défaire, de se débarrasser, de sauter, n'est-ce pas, de s'arracher de soi une habitude de pensée, une habitude de jugement, que de lancer un pavé dans une vitrine. Beaucoup plus difficile. La folie est non seulement un recours, mais un résultat. Un résultat de l'état de choses. Je veux dire par là qu'un fou est un être qui ne supporte pas la société actuelle. Si la guerre du Vietnam, la guerre du Biafra, la guerre d'Algérie laissaient les gens en pleine santé mentale, je trouve que ce serait vraiment à désespérer de tout. C'est un type qui ne supporte pas le monde, il tombe dans la névrose. Et tant mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa sensibilité grandit. Que sa perception du monde est beaucoup plus sensible. Son intelligence. C'est ça que je veux dire quand je défends la folie. Que sa perception du monde est beaucoup plus sensible. Son intelligence. C'est ça que je veux dire quand je défends la folie.
que sa perception du monde est beaucoup plus sensible, son intelligence. C'est ça que je veux dire quand je défends la folie. Je pense que la musique, on ne la détruira jamais, parce qu'on ne la connaît pas. On n'en a pas fait le tour. Je crois que personne n'a entendu Bach encore. New York m'importe autant, sinon davantage que Paris. Et pourtant, c'est une ville qui me donne envie chaque fois de la brûler, vous voyez. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. Dans une information constante. Sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Dans le voyage, il y a le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Il restera la mer quand même, les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera. C'est pas loin du cauchemar. C'est se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale. Et découvert que seule l'écriture vous sauvera. Ne pensez à aucune idée possible de développer dans un livre, rien. Simplement l'écriture, sèche, nue, comme ça. Terrible. Terrible
à surmonter. Le vice-consul, c'est un livre que j'ai crié, je peux dire, sans voix. J'aime pas cette expression, mais quand je la relis, je trouve quelque chose comme ça. Dans la vie, il arrive un moment, et je pense que c'est fatal qu'on peut y échapper, où tout est mis en doute. Le mariage qu'on a fait, les amis qu'on a. Pas l'enfant. L'enfant n'est jamais mis en doute. Ce doute grandit, et ce doute contient la solitude. Il est habité par une solitude qu'on peut déjà nommer le mot. Mais je te dis ça, mais je crois que beaucoup de gens ne pourraient pas supporter ça. Ils se sauveraient, quoi. Puisqu'on est perdu. On n'a plus rien à perdre. Puisqu'on est perdu. On n'a plus rien à perdre. Quand je me couchais, je me cachais le visage. Et j'avais peur de moi. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais c'est extrêmement troublant, cette solitude. Parce que toute la maison écrivait en moi. Tout et le signifiant était partout. Et quand je voyais d'autres gens, je les connaissais plus. Il y a eu plusieurs années comme ça, terrifiantes, 10 ans au moins. Les amis très chers qui viennent me voir. Et puis c'était pour moi, je sais pas. Ça rend sauvage, de l'écriture. C'est vrai, il y a une sauvagerie qu'on rejoint. Antique. La sauvagerie de la forêt, de la peur aussi. On est acharné. On ne peut pas écrire sans force. Je crois pas. Il faut être plus fort que ça. On doit aborder l'écriture plus fort que ce qu'on écrit.
C'est une drôle de chose. Antique. Mais ça va très loin, tu sais ça. Il m'arrivait de recevoir mon mari. Et c'était comme si je ne les connaissais plus. Je ne les reconnaissais à peine. Enfin, il y avait des lueurs d'inconscience comme ça. Peut-être que c'est simplement que j'étais proche de la folie, un peu plus que d'habitude. Ce n'était jamais une douleur. Je cherchais à me protéger, me protéger des autres gens. Surtout des gens qui me connaissaient. Mais je n'étais pas triste, j'étais embarqué dans un travail gigantesque. Parce que la moindre intrusion dans le livre aurait tout effacé. C'est le côté miraculeux de l'écriture. Cette illusion qu'on a, et qui est juste, d'être seul à avoir écrit ce qu'on a écrit. Cette banalité est fondamentale. La plupart du temps, j'étais sensible au fait qu'on disait que ça ne ressemblait à rien. C'est-à-dire que ça rejoignait la solitude initiale. C'est des lieux où on est perdu aussi. Mais alors là, les garçons surveillent comme les flics. Il y a la drogue. C'est une ambiguïté, une sorte de contradiction. Écrire, c'est ne rien dire. Écrire, c'est écrire. Un écrivain, c'est muet. C'est impossible de parler d'un livre à quelqu'un. Un livre en train de venir. C'est à l'opposé du cinéma, à l'opposé du théâtre, à l'opposé de toute lecture.
peut-être c'est le pire. Il y a des gens qui feuillettent des livres pour se donner des idées. C'est un grosse vague, enfin. C'est vraiment une nuit. C'est la nuit, c'est ça. Un livre, c'est la nuit. Oui. Ça me fait pleurer, je sais pas pourquoi. C'est la nuit, c'est ça. Un livre, c'est la nuit. On s'est gâché même le ratage. On revient dans un objet consommable. Et que tu auras toujours été même maintenant sauvage, sans référence aucune. Que tu auras toujours été même maintenant sauvage, sans référence aucune. On revient dans un objet consommable. Il y avait ça dans le livre, en tout cas. Cette solitude du monde entier. Qui avait tout envahi. Et j'y crois toujours, enfin, c'est comme tout le monde. Rien. On ne fait rien que... C'est une façon d'occuper la tête. Pas le raisonnement, pas l'intelligence, mais la pensée. La pensée quotidienne, il y a ça aussi dans la fonction du livre. Ne pas se tuer tous les jours, parce que tous les jours on peut se tuer. Mais c'est dans l'écriture du livre, c'est pas dans la solitude. Au fond, je parle de la solitude, mais je n'étais pas seule, puisque j'avais ce travail-là, travail terrible. Je crois que c'est ça que je reproche aux livres. C'est qu'ils sont pas libres. On voit à travers l'écriture.
Ils sont fabriqués. Ils sont réglementés. C'est une fonction de police que les écrivains, très souvent. La bonne forme, la forme habituelle, surtout ne pas s'en écarter. Mais c'est pour ça qu'il y a des générations mortes comme ça qui ont fait des livres moribonds. Sans prolongement aucun son, sans nuit, et nuitée, des livres de jour, de passe-temps, de métro, de voyage. Mais pas des livres. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un. Et je sais comme je sais que je ne suis pas encore morte. Chaque livre, comme chaque corps, si tu veux, a un passage difficile, incontournable. Il faut prendre la décision de laisser cette erreur dans le livre qui soit vrai, véridique. Il faut prendre la décision de laisser cette erreur dans le livre qui soit vrai, véridique. C'est très enthousiasmant, ça. Des erreurs magnifiques. Le livre des autres, je le trouve trop hygiénique. Trop propre. C'est un classicisme. Trop propre. Il n'y a pas de risque pris. Les grandes lectures de ma vie, c'est des hommes. C'est Michelet. Michelet jusqu'aux larmes, enfin. Je ne sais pas comment je m'en suis tiré. C'est ce qu'on peut appeler une crise, quand même. Une crise de, comment on dit, une crise de mer. Une crise de lenteur. De ralentissement. Comme un sommeil. La solitude était comme ça aussi. Une écriture de sommeil, oui. C'est
c'est pas mal, pour dire ça. C'est des éditeurs qui n'obligent pas qui ne mettent pas leurs auteurs sur la voie du calme, quoi, de sortir de l'épouvante. Tous les écrivains sont épouvantés. Ils ont peur d'écrire. Ils comptent les éditions, les tirages et tout ça. C'est très pénible, ça. À vivre comme ça, comme je vous ai dit que je vivais, dans cette solitude, à la longue, il y a des risques graves. Qu'on encourt, enfin, je pense que c'est inévitable. Dès que l'être humain est seul, il bascule dans une sorte de folie. Je crois que la personne seule est folle. Parce que rien ne l'arrête. Dans un délire, dans un... On va mourir un chien, on va mourir un cheval. Mais une mouche, on l'avait jamais dit. C'est ce genre-là de dérapage, peut-être, j'aime pas ce mot, que l'on risque d'encourir. C'est pas grave, c'était un événement funèbre, énorme. The skies. C'est bien aussi s'il écrit. The clouds. The ocean. Il écrit l'épouvante d'écrire aussi. The bay. The sunrise. Un déplacement de l'écrit. The moon. Absolument. The mountains. The trees. On peut écrire quand on regarde une mouche mourir. The city lights. The snow. The laughter. Ah, tout est écrit. The jokes. La mouche a écrit, les murs. La lumière, là. Touch. Sur le divan qui est fantastique. Love. Oui, elle devrait être dans une page, tu vois. Elle est dans l'écriture. Du moins qu'elle devrait l'être, elle y est.
Je ne sais pas. Pour les autres gens, les philosophes, je suis sûr qu'au Beau Blanchot, c'est comme ça. Il a la folie qui tourne autour de lui. C'est la mort aussi, la folie. De quoi tu voudrais que je parle? De rien, je peux parler de rien. Le problème, toute l'année, c'est le crépuscule. Il y a le premier crépuscule et qui ne fait pas que... qu'il ne faut pas allumer à l'intérieur. Il y a le vrai, le crépuscule de l'hiver. Et quelquefois, on ferme les volets pour ne pas le voir. Le bal, tremblé au loin, ancien, seul, épave d'un océan maintenant tranquille dans la pluie, à Estala. Tatiana, plus tard, quand je le lui ai dit, a partagé mon avis. Ainsi, c'était pour ça qu'elle se promenait, pour mieux penser au bal. Le bal reprend un peu de vie, frémit, s'accroche à Lol. Elle le réchauffe, le protège, le nourrit. Il grandit, sort de ses plis, s'étire. Un jour, il est prêt. Elle y entre, chaque jour. La lumière des après-midi de cet été-là, Lol ne la voit pas. Elle pénètre dans la lumière artificielle, prestigieuse du bal de T-Beach. Et dans cette enceinte, largement ouverte à son seul regard, elle recommence le passé, elle l'ordonne. Sa véritable demeure, elle l'arrange. Une vicieuse, dit Tatiana, elle devait toujours penser à la même chose. Je pense comme Tatiana. Je connais l'Olvestein de la seule façon que je puisse. D'amour. C'est en raison de cette connaissance que je suis arrivée à croire ceci. Dans les multiples aspects du bal de T-Beach, c'est la fin
qui retient Lol. C'est l'instant précis de sa fin, quand l'aurore arrive avec une brutalité inouïe et la sépare du couple que formaient Michael Richardson et Anne-Marie Streeter pour toujours, toujours. Lol progresse chaque jour dans la reconstitution de cet instant. Elle arrive même à capter un peu de sa foudroyante rapidité, à l'étaler, à engrillager les secondes dans une immobilité d'une extrême fragilité, mais qui est pour elle d'une grâce infinie. Elle se promène encore. Elle voit de plus en plus précisément, clairement, ce qu'elle veut voir. Ce qu'elle rebâtit, c'est la fin du monde. Elle se voit, et c'est là, sa pensée véritable, à la même place, dans cette fin, toujours, au centre d'une triangulation, dont l'aurore et eux deux sont les termes éternels. Elle vient d'apercevoir cette aurore lorsque ne l'ont pas encore remarquée. Elle sait, eux pas encore. Elle est impuissante à les empêcher de savoir. Et cela recommence. À cet instant précis, une chose, mais laquelle aurait dû être tentée, qui ne l'a pas été. À cet instant précis, Lol se tient, déchirée, sans voix pour appeler à l'aide, sans argument, sans la preuve de l'inimportance du jour en face de cette nuit, arrachée et portée de l'aurore à leur couple, dans un affolement régulier et vain de tout son être. Elle n'est pas Dieu, elle n'est personne. Elle sourit, certes, à cette minute pensée de sa vie, la naïveté d'une éventuelle douleur ou même d'une tristesse quelconque s'en est détachée. Il ne reste de cette minute que son temps pur, d'une blancheur d'os, et cela recommence, les fenêtres fermées, scellées, le bal muré dans sa lumière nocturne les aurait contenus tous les trois, et eux seuls, Lol en est sûr. Ensemble, ils auraient été sauvés de la venue d'un autre jour, d'un autre au moins. Que se serait-il passé? Lol ne va pas loin dans l'inconnu sur lequel s'ouvre cet instant. Elle ne dispose d'aucun souvenir, même imaginaire. Elle n'a aucune idée sur cet inconnu, mais ce qu'elle croit, c'est qu'elle devait y pénétrer, que c'était ce qu'il lui fallait faire, que ça aurait été pour toujours, pour sa tête et pour son corps, leur plus grande douleur et leur plus grande joie confondues, jusque dans leur définition devenue unique, mais innommable faute d'un mot. J'aime à croire, comme je l'aime, que si Lol est silencieuse dans la vie, c'est qu'elle a cru, l'espace d'un éclair, que ce mot pouvait exister. Faute de son existence, elle se tait. Ça aurait été un mot absence, un mot trou, creusé en son centre d'un trou, de ce trou où tous les êtres mots auraient été enterrés. On n'aurait pas pu le dire, mais on aurait pu le faire résonner, immense, sans fin, un gong vide. Il aurait retenu ceux qui voulaient partir. Il les aurait convaincus de l'impossible. Il les aurait assourdis à tout autre vocable que lui-même. En une fois, il les aurait nommés, eux, l'avenir et l'instant. Manquant, ce mot, il gâche tous les autres, les contamine. C'est aussi le chien mort de la plage en plein midi, ce trou de chair. Comment ont-ils trouvé les autres? Au décroche-moi ça de quelques aventures parallèles à celles de l'Olvestein, étouffées dans l'œuf, piétinées, et des massacres, oh qu'il y en a, que d'inachèvements sanglants le long des horizons, amoncelés, et parmi eux, ce mot qui n'existe pas, pourtant, est là. Il vous attend au tournant du langage. Il vous défie. Il n'a jamais servi de le soulever, de le faire surgir hors de son royaume percé de toutes parts, à travers lequel s'écoule la mer, le sable, l'éternité du bal, dans le cinéma de l'Olvestein.
Ils avaient regardé le passage des violons, étonnés. Il aurait fallu murer le bal, en faire ce navire de lumière sur lequel, chaque après-midi, Lol s'embarque, mais qui reste là, dans ce port impossible, à jamais amarré, et prêt à quitter, avec ses 3 passagers, tout cet avenir-ci, dans lequel Lolvestein, maintenant, se tient. Certaines fois, il a aux yeux de Lol le même élan qu'au premier jour, la même force fabuleuse. Mais Lol n'est encore ni Dieu, ni personne. Il l'aurait dévêtu de sa robe noire avec lenteur, et le temps qu'il l'eût fait, une grande étape du voyage aurait été franchie. J'ai vu Lol dévêtu, inconsolable encore, inconsolable. Il n'est pas pensable pour Lol qu'elle soit absente de l'endroit où ce geste a eu lieu. Ce geste n'aurait pas eu lieu sans elle. Elle est avec lui, chair à chair, forme à forme, les yeux scellés à son cadavre. Elle est née pour le voir. D'autres sont nés pour mourir. Ce geste sans elle pour le voir, il meurt de soif, il s'effrite, il tombe, Lol est en cendres. Le corps, long et maigre, de l'autre femme serait apparu peu à peu. Et dans une progression rigoureusement parallèle et inverse, Lol aurait été remplacé par elle auprès de l'homme de T-Beach, remplacé par cette femme au souffle près. Lol retient ce souffle. À mesure que le corps de la femme apparaît à cet homme, le sien s'efface, volupté du monde. Toi seul. Cet arrachement très ralenti de la robe de Anne-Marie Streeter, cet anéantissement de velours de sa propre personne, Lol n'a jamais réussi à le mener à son terme. Ce qui s'est passé entre eux après le bal en dehors de sa présence, je crois que Lol n'y pense jamais. Qu'il soit parti pour toujours, si elle y pensait après leur séparation, malgré elle, resterait un bon signe en sa faveur, la confirmerait dans l'idée qu'elle avait toujours eue de lui qu'il ne vivrait de bonheur véritable que celui de la brièveté d'un amour sans retour, avec courage, rien de plus. Michael Richardson avait été aimé en son temps d'un amour trop grand, rien de plus. Lol ne pense plus à cet amour, jamais. Il est mort, jusqu'à son odeur d'amour mort. L'homme de T-Beach n'a plus qu'une tâche à accomplir, toujours la même dans l'univers de Lol. Michael Richardson, chaque après-midi, commence à dévêtir une autre femme que Lol, et lorsque d'autres seins apparaissent, blancs, sous le fourreau noir, il en reste là, ébloui, un dieu lassé par cette mise à nu, sa tâche unique. Et Lol attend vainement qu'il la reprenne. De son corps infirme de l'autre, elle crie, elle attend en vain, elle crie en vain. Puis un jour, ce corps infirme remue dans le ventre de Dieu.